Bonjour à tous, bienvenue dans les mercredis de l'expérience client. C'est le rendez-vous pour découvrir les dernières solutions des acteurs du marché et vous permettre de performer encore mieux. Alors pour ce deuxième numéro, cette nouvelle émission sur iNews Expérience Client, eh bien on va parler d'une entreprise qui vous permet de faire de chaque interaction humaine un moment authentique pour construire une relation durable qui vous ressemble, se nourrir réellement et non artificiellement de l'amour du client pour offrir une relation authentique, durable et porteuse de valeur. C'est possible avec Amicio et son président fondateur, Benoît Bourla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir. Merci. Et face à vous, eh bien, Gersande Cabagneux, vous êtes présidente du comité de mission d'Amicio. Bonjour, ravi d'être là. Bonjour, merci d'être là. Alors, déjà, si on pouvait présenter de façon un peu plus large, Amicio, c'est leader de la relation client externalisée, mais plus exactement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien. Alors en fait, on a deux activités. On a une activité de conseil qui est notre activité d'origine. Parce que la plupart de nos confrères et néanmoins concurrents sont venus au conseil après la prestation. Nous, d'une manière un peu surprenante, on a démarré par le conseil et puis une vie professionnelle en amont. Et on n'est que des professionnels d'une quinzaine, vingtaine d'années d'expérience et donc qui avons toute la connaissance du parcours et de comment on optimise. Et puis, par le concours de circonstances d'un client qui avait un prestataire défaillant, on est arrivé à reprendre un prestataire qui était en difficulté. Et donc, on a mis un pied dans l'externalisation par le moment difficile et en montrant comment on pouvait être consultant et se retrousser les manches et arriver. Et donc, on a transformé cette entreprise. Et puis, dans un deuxième temps, après quelques années, on a fait de la croissance externe et on est maintenant un groupe qui représente 600 personnes, toujours avec nos consultants qui interagissent avec le métier de l'externalisation pour être en permanence dans l'amélioration continue. C'est ça notre modus vivendi permanent. Ouais. Combien d'années d'existence ? 2005, donc ça fait 18 ans. D'accord. Et alors justement, je le disais en entame de cette émission, vous êtes le premier prestataire à être entreprise à mission. Alors on va le détailler ensemble bien évidemment, mais moi je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'une entreprise à mission. Bien évidemment en préparant cette émission, on a travaillé tous ensemble. Il y a des objectifs, c'est des objectifs sociaux, environnementaux, peut-être pas seulement, de façon très large, sans se concentrer d'abord sur Amicio. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est deux choses. C'est la première, la loi de 2019 nous permet et a permis 3 échelons dans l'organisation des entreprises. Le premier échelon qui est des engagements de type RSE, oui, et qui deviennent obligatoires maintenant pour des entreprises d'une certaine taille. Une deuxième marche qui était de donner la possibilité aux entreprises d'avoir une raison d'être et de la mettre dans leur statut. Et puis un troisième échelon pour les entreprises les plus engagées, qui consistait à mettre dans leur statut à la fois une raison d'être, mais des engagements sociaux, environnementaux, sociétaux, et qui peuvent du coup être opposables à des tiers. Et je dis souvent, en fait, ce qui caractérise ce type d'entreprise et la mentalité des gens qui y vont, c'est que globalement, l'entreprise, c'était perçu comme un système de réunion d'associés actionnaires qui n'avaient que comme seul objectif de maximiser un profit et un retour sur investissement, oui, sur leur capital. Oui. Ça, c'est une définition, on va dire, friedmanienne de l'entreprise. Et puis, il y a une autre définition qui consiste à dire que l'entreprise, c'est d'abord et avant tout une organisation humaine qui a une contribution pour la société, pour le bien commun, et dont le profit n'est pas l'objectif en tant que tel, mais une impérieuse nécessité pour que la mission perdure et soit pérenne. Et la vision sur le profit n'est pas de l'exclure, mais d'y apporter une autre logique. Ce n'est pas l'objectif en soi, c'est une condition, mais c'est pas un objectif en soi. Alors, je l'ai dit, vous êtes le premier prestataire
être Oui. entreprise à mission. Mais j'imagine que cette volonté, cette velléité, elle remonte bien au-delà. Elle est dans la philosophie de chacun d'entre vous dès le départ. Elle est arrivée, et puis on va y revenir avec Gersand, elle est arrivée parce qu'au moment où on a fusionné, on voulait être sûr qu'on n'allait pas se retrouver avec les deux entreprises, comme c'est souvent dans les fusions, avec des combats de chapelle ou de coq. Et donc on voulait dès le départ mettre en place un projet commun, alors avec une marque, mais pas simplement, et donc on voulait que toutes les valeurs soient bien mises sur la table. Et donc, on a organisé vraiment un travail collaboratif et les 550 collaborateurs de l'entreprise ont interagi pendant 3 mois et quasiment tous les jours, il y avait en moyenne 300 personnes qui interagissaient et qui ont dit tout ce qu'elles pensaient du métier, comment elles voulaient le faire. Et petit à petit, on est arrivé à Amicio et à cette notion, alors moi qui me faisais un peu peur au départ, pour être tout à fait honnête, sur l'amour et mettre l'amour dans le concept. On se dit, bon, on est quand même un peu... on est quand même dans l'univers professionnel. Oui, amour et entreprise, ça ne va pas toujours bien ensemble. Ça va pas toujours ensemble. Et néanmoins, dans ce qui était dit et la façon de le faire, c'était à la fois la reconnaissance du métier et puis la façon de prendre soin, d'avoir du lien avec les clients qui interagissent. Et donc, petit à petit, et c'est là que se fait la rencontre également avec une de nos clientes qui régulièrement nous challengeait et nous amenait à grandir et qui nous dit « mais vous êtes mature pour être entreprise à mission ». Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était et je découvre que finalement, on était sur ce chemin et qu'il fallait il fallait le continuer. Gersand, sur ce point de la philosophie à avoir auparavant, bien évidemment, on ne se déclare pas comme ça soudainement entreprise à mission. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Alors en fait, c'est vrai que d'avoir été interviewé par Amicio dans cette dynamique en fait de revue de leurs principes fondamentaux, ça paraissait une évidence d'aller sur ce registre. C'est-à-dire qu'en fait, la loi Pacte ouvrait des portes. Moi, je l'ai vécu au sein d'une entreprise dans laquelle j'œuvre depuis de nombreuses années et pour laquelle, en fait, je travaillais avec Benoît comme prestataire au sein de ses activités. Et donc là, forcément, il y avait un jeu de réinterrogation de son modèle et de dire on est quand même dans un secteur d'activité qui touche l'humain. Et du coup, on est pris dans des mécanismes d'ultra-process, d'optimisation, d'intelligence artificielle, etc. Et en fait, comment on peut impliquer toute cette entreprise au service du mieux commun, de l'intérêt général, et comment on peut envisager les choses sous un autre angle, et sachant que Benoît avait toute cette dimension du 100% français, de travailler vraiment sur des plateaux en France, de développer justement des organisations, une ambition de développer des organisations agiles et qui laissaient la place justement à l'amour client. Eh bien, c'est clair que l'on a décidé, en tout cas, j'ai décidé de m'engager à ses côtés pour rendre les choses possibles, tout simplement, et peut-être transformer l'essai parce que il vous expliquera la suite, quoi. On va parler effectivement, on voit ce ballon de rugby sur la table, on est après la Coupe du Monde de rugby, mais l'esprit Coupe de rugby, il est avant, il est pendant, il est après une Coupe du Monde, bien évidemment. Qu'est-ce que finalement ça apporte à Amicio d'être une entreprise à mission ? Ce n'est pas un jeu de mots, mais aussi qu'est-ce que ça apporte véritablement à vos clients ? Qu'est-ce qui vous différencie peut-être d'autres entreprises qui ne sont pas à mission ? Alors, dans la partie comité à mission, pour rester dans la logique déjà de l'entreprise et de ce statut, donc une fois qu'on a mis en place les statuts, on a à côté une gouvernance spécifique dans cette catégorie d'entreprise à mission, avec un comité de mission. Et le comité de mission, c'est piloté par Gersand, qui était extérieur à l'entreprise, avec d'autres personnes qui sont extérieures. Donc ça donne un œil neutre
C'est plus que neutre. Enfin, non. Ça, vous n'êtes pas impliqué dans le sens dans l'entreprise, puisque vous ne travaillez pas dans l'entreprise. Non, justement, c'est pas un œil neutre, c'est un ami critique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, justement, pour avoir un alignement entre l'engagement qui est inscrit dans le statut de l'entreprise avec une raison d'être, et aussi des engagements qui sont importants sur 4 axes, on y reviendra certainement, eh bien, ce comité de mission a vocation de venir interroger, ausculter, vérifier les engagements de façon à ce qu'on aille dans une trajectoire alignée avec l'ambition de l'entreprise, qui est une ambition qui va au-delà de l'entreprise. C'est un engagement qui va sur des piliers environnementaux, sociaux, donc qui clairement implique des résultats mesurables et il faut amener des preuves. Donc cet ami critique, il a forcément, au travers du comité de mission, il a forcément un rôle clé avant d'avoir une deuxième vision qui va être l'évaluation, le moment de vérité avec l'organisme l'OTI, en fait, qui va venir vérifier toute la chaîne de coopération et toute la logique, en fait, entre Amicio, son engagement, le rôle du comité de mission et qui validera ou viendra encore gratter un peu plus le modèle. C'est clair que c'est très atypique. Se retrouver au cœur d'une entreprise avec ce rôle-là, d'abord c'est un comité qui du coup, et Benoît clairement sait ô combien en fait la sélection dépend aussi, et on a travaillé cette sélection des personnes. Donc dans le comité, il y a des opérationnels et on tenait vraiment, dès le départ, à ce que des gens du terrain viennent infirmer ou confirmer la réalité, la promesse de départ, de façon à ce qu'on ne soit pas à l'écart. Voilà. Donc ça a été une vraie solution. Il n'y a aucun membre de la direction. Pour être sûr, et piloté par Gersand, je n'ai aucun souci d'être en permanence challengé, et ça ne peut pas être la marotte du président qui ne serait qu'une opération de com'. Oui, bien sûr. Voilà, donc, on est d'accord. Alors, je vous avais posé une question sur justement ce que ça vous apportait et ce que ça apporte aux clients, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Puisqu'on détaille un petit peu la façon dont ça fonctionne, on a effectivement ces comités, la gouvernance. Au quotidien, concrètement, au niveau des équipes, comment ça se passe ? Alors, au quotidien, on a... d'abord, il y a le business as usual quand même. Bien sûr. Mais même dans le usual, on a pris avec, c'est la raison pour laquelle j'avais fait venir Gersand, régulièrement on avait fait des vie-ma-vie entre nos équipes internes et les équipes de Gersand quand elle pilotait un centre interne. Et à chaque fois, les gens en retiraient d'un côté comme de l'autre un certain nombre d'enseignements. Ici, dans nos piliers d'engagement, on en a 4 et on a une quinzaine d'objectifs opérationnels qui sont des objectifs à la fois de la mission, mais des objectifs qui viennent traduire. C'est en fait un programme de transformation de l'entreprise et pas simplement quelque chose qui vient à côté comme une certification le serait sur un ISO ou sur. Et donc on a pris comme raison d'être de révéler la noblesse des métiers de la relation client pour les mettre au service de l'homme et de la société. Donc c'est l'ambition que cherche à desservir l'entreprise. Et à l'intérieur de ça, on a 4 piliers qui viennent compléter cette raison d'être. Une première qui est de dire on va changer les standards de la relation client, ou en tout cas on va les compléter par des aspects de proximité géographique et humaine. C'est-à-dire ça va commencer, la proximité géographique, ça va commencer par rester dans une culture très locale, la plus proche possible, et donc pour servir des clients français, d'être dans le produit en France,
dans les terroirs français. Et la proximité humaine, ça va, et notamment à travers l'amour du client, on va chercher des indicateurs qui vont plus loin que les indicateurs sur lesquels on a l'habitude de jouer avec. Bien évidemment, on va pas les exclure parce qu'ils font partie des références avec lesquelles on fonctionne avec nos clients, mais néanmoins, sur l'amour du client, par exemple, on a trois types d'amour que décrivaient les Grecs, Eros, Philiae, Agapé, sur lesquels on a petit à petit développé des approches qui constituent des éléments de ce qu'on cherche à avoir dans le cadre de chacune de nos interactions. Je le disais un peu au démarrage, ce que l'on cherche, en tout cas quand il ne s'agit pas de mettre de côté la digitalisation et un certain nombre d'éléments qui font partie des canaux avec lesquels on doit interagir, mais en revanche, quand on choisit un humain, on doit avoir un vrai humain. Et quand je dis un vrai humain, c'est que bien souvent, derrière l'humain que l'on met derrière le téléphone, avec les normes, avec le contrôle qualité, avec le contrôle de conformité, petit à petit, on les robotise quand même énormément. Et au final, on a soi-disant quelque chose qui amène une qualité normée, et au final, c'est une qualité qui est très souvent diminuée. Et ce que les gens attendent de faire appel à un humain, c'est de retrouver l'authenticité, vous le disiez en introduction, mais l'authenticité, c'est de considérer que finalement, c'est la rencontre de deux personnes uniques. La personne client de la marque que l'on représente et la personne collaborateur chez nous qui est l'ambassadeur de cette marque. Exact. Et c'est cette unicité de relation qui est le plus important. Et donc il faut à la fois qu'on lui donne tous les moyens d'œuvrer et d'être le porteur du ballon, le porteur de la marque à cet instant-là, mais aussi de rester avec ce qu'il est. Et dans toute sa nature. Et c'est ce degré-là sur lequel on travaille. Ça, c'est un premier pan. Un deuxième pan de pilier d'engagement consiste à dire on va transformer le métier de l'intérieur par du développement humain. Et donc, on a des aspects sur le développement des talents de chacun. Et on a une définition précise de ce qu'on attend par talent. Talent, c'est pas le haut potentiel que l'on évoque ou l'élément très, très rare, mais chacun en a un, au moins un. Ouais. Et c'est en fait son chemin de succès. C'est ce que je suis capable de faire presque sans effort. Alors, ça, pour concrétiser, pour nos amis téléspectateurs, comment vous arrivez à le définir ? Alors, on le définit d'abord en écoutant comment le collaborateur, comment le conseiller, mais comment chacun à son niveau, raconte une expérience réussie. D'accord. Et petit à petit, en décortiquant, on voit quel est le chemin qu'il prend et de manière aussi surprenante que ça puisse paraître, on a mis en place de l'intelligence artificielle à cet endroit-là. D'accord. Parce qu'on veut, on veut que cette partie-là soit le plus accompagnée, soit le plus... Et on arrive petit à petit à trouver le chemin de réussite des uns et des autres et qui en fait un phénomène un peu unique de chacun. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, dans ce pilier-là, c'est d'aller développer des équipes les plus autonomes possibles. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. La réalité et si c'est moi qui dois dire comment évoluer, je ne veux pas dire des conneries, mais je vais pas être d'une grande pertinence. Et donc, la subsidiarité, donner les éléments à ceux qui sont le plus près de la ligne d'interaction, tous les éléments pour être capable d'agir, c'est ça qui est important. Et dans ce principe-là, on a un modèle de management qui est issu du rugby, parce que justement,
le rugby, et c'est ça qui est complètement extraordinaire, c'est que c'est un modèle qui, avant d'être le sport qu'on connaît, vous faisiez référence à la Coupe du Monde, c'était d'abord un jeu pour développer l'intelligence individuelle au sein d'un collectif. Ça a été construit comme ça au départ. Et en fait, l'ensemble des règles sont calées sur une ligne de front qui est mobile et sur une distribution de flux. Il faut qu'en permanence, le ballon vive et soit en mouvement. Et ces deux éléments, ils sont extraordinaires pour notre activité. Parce que nous sommes une ligne d'interaction avec les clients. Donc, et il faut que nous nous réorganisions en permanence et que nous ayons cette agilité pour être capable et que le vrai patron, c'est le porteur du ballon. Le vrai patron, c'est celui qui, pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça dépend, porte à lui tout seul l'ensemble de l'entreprise pour le client qui l'appelle. Et il faut que l'ensemble de l'entreprise soit capable d'être à ses côtés, au soutien le plus près. C'est toujours des problèmes de soutien. Au soutien d'un patron qui change régulièrement. Absolument. Il n'est pas toujours le même porteur du ballon. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut justement aussi apporter à cette vision de l'expérience client avec ces termes de collectif, cet esprit rugby? Et en fait, c'est vrai que ce modèle rugbystique, Benoît m'a fait une très belle passe il y a quelques années. En arrière. Alors, l'avantage du rugby, justement, c'est que clairement, on avance, on doit avancer, mais en faisant des passes en arrière. Et toute personne qui se mettrait au-delà du ballon en avant, parce qu'il court vite, parce que c'est un champion du monde, il ne sert strictement à rien. L'importance, c'est qu'on ait une complémentarité et que chaque personne puisse exprimer son talent. Et se donne aussi les moyens de jouer. C'est-à-dire que si on veut rester au fond sans rien faire, eh bien, c'est clair, on n'ira pas, on ne sera pas acteur sur le terrain. Donc, il m'a fait cette passe, Benoît, et m'a ouvert en fait à ce modèle que j'ai pu exploiter et mettre en mouvement dans la vraie vie. Et je peux dire que j'avais un objectif, moi, c'était donné par ma direction. Il fallait que je gagne en compétitivité sur 4 années, tout en renforçant l'engagement des collaborateurs. Et là, on avait tout dit. Renforcer l'engagement des collaborateurs, gagner, avoir des gains. Eh bien, je me suis dit, comment ça peut fonctionner? Là, je me suis dit, attends, il y a un modèle autour du rugby, et clairement, ça doit passer, parce qu'on peut toujours processer au maximum, etc. Mais très clairement, dans les métiers de la relation client, on voit bien que les marges de manœuvre, la créativité, tout en respectant des règles, c'est clé pour avancer. Donc, au bout du bout, mise en avant de ce modèle, donc c'est passé par... finalement une réussite absolue, puisque pour aller jusqu'au bout, j'avais à gagner 10% en 4 ans, et on a gagné tout simplement 14% en 7 mois. Voilà. Donc, une fois que ça s'est dit, OK. Et en parallèle, l'essentiel, c'est que l'ensemble des collaborateurs, on a gagné sur les feedbacks et plaisir au travail, sur les indicateurs de mesure, on a gagné clairement des résultats qui étaient inattendus. Donc, le modèle du rugby, en fait, se transpose assez facilement dans l'entreprise, dès lors qu'on ne le voit pas uniquement par le prisme des valeurs, parce que c'est un peu l'effet de bord. On pense rugby, on pense valeurs. Non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre clairement que c'est passé, en tout cas c'est un management qui initialement était orienté résultat, et grâce au rugby, c'est un management qui est orienté comportement. C'est vraiment les comportements de chacun. Et donc, il y a forcément dans ce modèle nécessité de transcender un règlement intérieur déjà. Et le fait de porter et d'écrire collectivement l'engagement, notre feuille de route, notre façon de fonctionner, eh bien, on va s'appuyer sur des éléments, certes, qui reprennent les valeurs, mais qui seront clairement détaillés de façon à ce que chacun connaisse son rôle. C'est des exigences comportementales, c'est le soutien conditionnel, c'est le leadership partagé, c'est la façon donc de toujours avancer. Et de se faire ses passes en arrière et de jouer les rythmes et de chercher les intervalles pour passer, de trouver les solutions pour l'interaction avec nos clients. Donc clairement,
Comment on s'y prend ? C'est assez simple, c'est aussi libérer les énergies, mais aussi, et moi ce que j'ai pu en retenir comme effet très très fort qui a joué sur nos gains, c'est clairement qu'il faut démocratiser le pouvoir et donner ses marges de manœuvre au terrain. C'est-à-dire qu'une interaction client, si elle se décide dans les strates hiérarchiques, quand vous êtes confronté à la réalité du terrain, il faut laisser faire cette intelligence collective. Dès lors que l'on reste dans un cadre de référence, dans un référentiel, mais qu'on laisse ses talents s'exprimer. Voilà. Et du coup, le plaisir que ça va générer, la créativité que ça ouvre, parce qu'on n'enferme pas les gens dans des cases, vous gagnez centimètre par centimètre, vous gagnez, vous avancez, vous cherchez les intervalles, et ça devient très ludique, comme au rugby. Voilà. Et ça devient ludique. Rapidement, pour terminer, 2 petites questions. J'ai l'impression que c'est de l'horlogerie de haute précision au quotidien à mettre en place, bien sûr, parce qu'on est sur de l'humain, bien évidemment, et de l'individuel. De toute façon, un centre de contact, c'est déjà une mécanique de précision et qui se dérègle très très vite. Ouais. Donc, aller chercher les comportements, c'est donner aussi aux uns et aux autres la capacité de faire ces petits réglages. Donc, nous on a cette connaissance par l'expérience, mais il faut qu'elle soit au niveau du terrain pour être capable de passer du jeu ordonné au jeu spontané à tous les niveaux. Si on devait définir 2-3 adjectifs justement représentatifs de vos collaborateurs, des effets que ça a justement sur vos équipes, on pourrait le déterminer ? Oui, alors je laisserai... Alors, moi je pense que dans ce qui intéresse finalement des clients potentiels. Oui. Clairement, en plus, déjà, on les met sur le terrain, donc on comprend vite. Un ballon dans les mains, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Vous prenez un ballon et vous essayez avec un collectif de faire des passes en arrière tout en avançant. C'est pas si évident que ça. Mais en revanche, ça confronte à des réalités. Donc je pense que déjà, c'est de se dire que ce qui importe, c'est d'avoir une lecture de la trajectoire comprise de tous. Donc ça, c'est un premier élément qui est essentiel et ça permet de donner des clés de lecture sur une stratégie, sur une ambition, sur les réalités de la relation client. Donc vraiment, ça, c'est un premier point qui est essentiel. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a aussi des rythmes et des temps. Le temps pour jouer sur le terrain, c'est un engagement. Et après, il y a aussi des temps de respiration où il faut se parler vrai, se dire les choses, apprendre des situations. Pendant un match, on ne s'arrête pas pour discuter. On est à fond dans le match. Mais ces temps de respiration, c'est clé. Puis après, forcément, on partage facilement les troisièmes mi-temps. Voilà, c'est aussi un moment fédérateur. Là, on est toujours sur de l'interne. Qu'est-ce que ça produit comme effet vis-à-vis de vos clients, qui est un plus par rapport à d'autres? On a des joueurs acteurs, et pas au sens... Nos collaborateurs, nos conseillers, ils sont acteurs. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est quand les clients viennent sur site, c'est de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qu'ils pensent, comment ils voient des améliorations possibles. Et donc, ils sont acteurs. Et c'est ça, c'est une des vraies différences. Il n'y a pas de spectateur. Le spectateur, il est pas dans le jeu, quoi. Et d'abord, il prend froid assez vite sur le terrain. Donc, c'est cette partie-là qui est clé. Merci à vous d'être venu sur le plateau des mercredis de l'expérience client. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.